Et je lui laisse la parole. Voilà, merci. Bon, merci pour l'invitation à faire la présentation de notre travail, de les dernières recherches d'archéologie subaquatique en Catalogne. Bon, avant tout, pardon pour mon français, j'essaierai de parler doucement et que tous me pouvaient comprendre. Bon, un premier pas, c'est qui sommes-nous et qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes le Centre d'archéologie subaquatique de la Catalogne, l'acronyme CASC. Peut-être nous sommes plus connus pour CASC, qui est vraiment pour notre nom. Nous sommes créés en 1992 par le gouvernement catalan avec 5 fonctions bien précises, bien différenciées. C'est l'inventaire, c'est faire tous les catalogues des gisements subaquatiques qu'il y avait à la Catalogne. Maintenant, aujourd'hui, il y a 836 sites archéologiques à la Catalogne. Après, de cet inventaire, il y a une protection qui peut être de beaucoup de formes. Après, en conservation, et c'est pour ça que nous avons un laboratoire spécifique pour conserver les patrimoines qui viennent d'être sur l'eau pendant beaucoup d'années. C'est un patrimoine complètement différent à qui on peut trouver dans l'archéologie terrestre et surtout chez nous, puisqu'ici, il y a beaucoup de rivières, il y a beaucoup d'eau phréatique. Mais c'est vrai qu'à l'Espagne, non. À l'Espagne, vraiment, l'eau phréatique, c'est uniquement à niveau de côte, mais après, il n'y a pas. Mais c'est vrai qu'il y a des fleuves et des rivières intérieures. Nous pouvons trouver beaucoup de choses, beaucoup de vestiges archéologiques. Après, la recherche est très très importante, la diffusion, aussi à l'élément scientifique, aussi à l'écran public, du patrimoine archéologique subaquatique à la Catalogne. Subaquatique, je veux dire que nous travaillons aussi dans la mer, aussi dans les eaux intérieures. Pour faire ça, nous avons les Tétis, c'est les bateaux que vous voyez à la photo, c'est un bateau de 20 mètres avec une capacité de 12 personnes et que nous vivons pendant tout l'été, pendant 6 mois que nous faisons la campagne d'archéologie subaquatique. Et ils sont 5-6 mois que nous faisons un cours pratique d'archéologie subaquatique, maintenant international, puisqu'ils viennent des archéologues de tout le monde pour développer la pratique de cette discipline. Et après, il y a les laboratoires que nous avons parlé, et aussi les installations de stockage et les installations administratives, qui sont tous à Girone, un petit village qu'il y a au nord de la Barcelone. Aujourd'hui, on parlera de deux fouilles que nous sommes en train de finir complètement, puisque normalement, quand on parle d'archéologie subaquatique, on pense tout le temps de la fouille subaquatique, et non, l'archéologie subaquatique, c'est plus que ça. La fouille subaquatique, c'est normalement en 30-40% du travail, mais le travail, le boulot, vraiment, il commence quand la fouille finit.
Il commence avec la conservation du matériel, mais surtout sur l'étude et la publication et le traitement de toutes les données que nous avons prises dans la fouille. On parlera de ces deux grandes fouilles que nous avons. Un, c'est de l'époque classique, c'est ça qu'on parlera, et l'autre, c'est un bateau de l'époque de la guerre napoléonienne. La première, c'est deux bateaux. C'est Cap del Vol, un bateau, et l'autre, c'est Cala Cativa, fouille et mise en valeur. Et après, on a créé une exposition dans cette recherche, que c'est le navigateur de la Cune. On a commencé un projet de recherche en 2010, que c'est la recherche du commerce à redistribution de vent du 1er siècle avant Jésus-Christ au 2e siècle de notre ère, à les Conventus Tarraconensis. Ce qui veut dire ça, c'est qu'on a trouvé que pendant cette époque, il a commencé vraiment une exploitation de la production de vent, mais c'est en production, on a commencé en production locale, mais il a devenu une grande production qui est arrivée jusqu'à les marchés de la grande cité de Rome. Et on trouve beaucoup d'exemples de bateaux coulés avec les vents qui se produisent dans les Conventus Tarraconensis, surtout à l'Estrecho de Bonifacio, à la Corse. C'est les grands bateaux qui transportaient des Dolians. Et après, ils transportaient des amphores avec les vents de la Tarraconense. On a commencé à étudier pourquoi il y a cette exploitation, pourquoi il y a cette grande exportation, et comment se fait cette exportation, et combien quelle est l'organisation commerciale de cette grosse exploitation. Cette exploitation, on la peut trouver très facile avec les amphores. Ça, c'est la grande amphore typique, les Dressel de 4, on la connaît tout le monde. C'est Dressel qui a mis les noms pour l'étude qu'il a fait dans le Monte Pretorio à Rome. Mais à l'Espagne, on trouve la Pascual 1. Pascual, c'est un nom catalan. C'est pour ça qu'on trouve uniquement ce type d'amphore, principalement à la Catalogne. Mais après, on a commencé à les trouver partout ailleurs à la Catalogne, mais c'est vrai que c'est en production locale avec un commerce local. C'est vraiment l'inice de cette grosse exportation. Mais avant, il y avait encore la Tarraconense, que c'est où le commerce il a commencé vraiment. Il a commencé cette exportation, exportation locale. C'est possible jusqu'à Narbonne uniquement, mais qu'après, il a devenu la grande exportation de vin tarraconaise. On a commencé à étudier les moitiés de la production, puisque c'est plus facile à comprendre. Nous avons beaucoup d'exemples, puisque de ça, il y a uniquement les amphores, mais on ne trouve pas les épaves. De ça, oui, et on a commencé à l'étudier. Et après cette épave, avec les Dressel de 4, ils sont dehors la Catalogne. Nous connaissons bien les centres de production, mais nous ne connaissons pas à la Catalogne aucun bateau avec cet amphore, puisque c'est normal, le commerce il va direct à Rome, donc il sort de la Tarraconense, normalement de la cité de Tarraco, pour aller directement vers la Méditerranée, vers la cité de Rome. Bon, ça c'est le plan du golfe de Lion, c'est Marseille, tu vois le numéro 21. Et on peut voir tous les bateaux que nous connaissons avec ce type d'amphore, avec ce type de vent, 21. Et on peut voir bien où ils sont coulés. Tous, ils sont coulés à les Cap de Creus. C'est un accident géographique très important dans le golfe de Lion. Et nous savons les centres d'archéologie subaquatique à Gironne, puisque Gironne, c'est ici. C'est à côté du grand accident où il y a ce type de bateau, mais il y a des bateaux coulés de toutes les époques.
jusqu'à aujourd'hui. Mais on peut voir que la navigation de ces bateaux, c'est vraiment cette zone d'ici. Nous connaissons bien tous les centres de production de cette vin qui sont autour de Barcelone. Mais vraiment, à l'Antiquité, c'est Barquino, ici, mais surtout Baetulo. C'est la grande centre de production qui c'est ici jusqu'à. Et la production des vins, ils sortent, et avec une navigation de cabotage, il arrivera jusqu'à Narbonne. Et c'est à Narbonne, Narbonne-Martius, où les vins, il changera sûrement des continents. Il changera les vents qu'ils viennent avec l'amphore, puisque l'amphore, c'est un continent spécifique pour profiter les coques du bateau. Il a tout le sens dans un bateau. Si tu retires l'amphore du bateau, l'amphore, il est un continent très mauvais, puisqu'il tombe. Et les pointus qu'il y a, ils ne servent pas pour mettre dans le sable dans la plage. C'est l'idée romantique. Non, si tu mets un amphore dans le sable de la plage, il tombe. Et le vent, il coule pour la plage. Okay? Donc, cette pointure, cette pivot de pointure, c'est pour profiter la coque et pour faire des tâches dans les bateaux. Okay? Donc, à Narbonne, le vent il changera sûrement avec des tonneaux. Et avec les tonneaux, le vent il partira vers l'intérieur, aussi vers les midis, aussi vers le nord, vers les Limes. Attention, c'est un vent d'une qualité moyenne à mauvais. C'est important de dire ça. Ce n'est pas les grands crus grecs ou les grands crus de l'Italie du Sud. C'est un vin normal, moyen ou mauvais pour les militaires. Bon, on a commencé la fouille, on a commencé à travailler à Cap del Bol. C'est un grand bateau. Bon, un grand bateau, non. C'est un bateau de 15 mètres. Après, on verra. Et c'est un bateau qu'on a commencé à fouiller à les années 80, finale de 70 inice des années 80. Mais on a fouillé uniquement en petite part. En petit part. Et on a vu un bateau très très pillé, puisque c'est des Allemands qui, dans les années 60, il est venu chez nous, il a pillé tous les amphores qu'il y avait dans ce bateau. Mais on connaissait qu'il y avait encore les bois. Et en 2011, on a fait un premier repositionnement de la fouille et on a mis en valeur la fouille et on a commencé à faire l'étude de ce bateau avec l'ouverture totale de la coque, avec l'ouverture totale et l'étude totale de la bois de ce bateau. Cap del Bol, c'est un navire de taille moyenne, c'est pour ça que ce n'est pas un grand navire, c'est un grand navire pour cette région, mais ce n'est pas un grand navire, ce n'est pas un grand navire de l'Alexandrie, ça c'est un grand navire. Ça c'est un navire de taille moyenne avec 15 mètres de longueur, avec un total de 11 mètres de voies préservées. Toute cette part, c'est ce qu'on disait, c'est l'œuvre vive du bateau. C'est un dernier exemple de la production de vin amphore en Pasqualin. Normalement, la chronologie qu'on fait, c'est les derniers quarts de le premier avant Jésus-Christ. Et nous pouvons faire plus ou moins 15-5. C'est 10 ans. On peut dire avec les types d'amphores, avec la céramique de la tripulation et tout ça, qu'on peut les creuser un peu et on peut dire que c'est
15-5, cette finale d'époque. En cargaison de moins 400 amphores, et les bateaux, c'est à moins 25 mètres de profondeur. Avec ce bateau, on a commencé à faire une étude et à créer une équipe pour aller à travailler de plus en plus plus profond. C'est une idée que nous avons. Avant de cet site archéologique, nous travaillons surtout à 10-12 mètres. Mais nous croyons que nous avons déjà l'équipement pour aller à faire les actuations plus profondes. Mais la question, c'est que plus profonde, c'est l'actuation, plus dangereuse et plus chère. Donc, on doit avoir cet esprit d'avoir beaucoup de résultats scientifiques et avoir un équilibre entre les budgets et les résultats scientifiques. Mais nous voulons faire cette actuation puisqu'il y avait beaucoup de chasseurs qui disaient que les archéologues n'avaient pas les moyens pour aller chercher, pour aller documenter les épaves à profondeur. Donc c'est pour ça que nous voulons faire cette équipe. On a commencé à former cette équipe en moins 25, après on verra, on allait en moins 33. Avec Kalakativa qu'on a parlé après. Et maintenant, cet été dernier, nous avons ouvert un nouveau chantier de fouilles à plus de 40 mètres. Donc, ça, c'est la limite déjà pour travailler avec d'archéologues. Plus de 50 mètres, c'est très difficile et c'est déjà dangereux de travailler uniquement avec des archéologues, avec des plongeurs. Okay? Bon, où allait cet bateau? Cet bateau allait à les grands marchés de Narbonne, que c'est très important à avoir cette idée, puisque Narbonne, ce n'est pas un port que c'est à côté de la mer, c'est un port intérieur, il est là, avec un port la nautique, que c'est à la marée, à la lac intérieur. Et pour ça, on doit penser, on doit réfléchir que les bateaux qui arrivent à Narbonne, ils doivent aller jusqu'à les ports vieilles, aller à l'intérieur de les marais, à l'intérieur de la lagune. C'est très important ça, puisqu'on verra après la conclusion des technologies navales que nous avons arrivées. C'est plus important aussi à dire que Narbonne, c'est à la plane, mais juste ici, dans les pêches, dans les petites montagnes à côté de la mer, il y a Pêche-Mao, que c'est un site ibérique, un site archéologique ibérique très important pour la distribution commerciale de la zone, où les archéologues qui travaillent ici ont trouvé uniquement avec Ampurias les deux plans commerciaux écrits en ibérique. C'est l'unique cité, c'est Pêche-Mao et Ampurias. Donc Pêche-Mao doit être un centre commercial très important qui après, il continuera avec Narbonne. Après, il vient les Romains. Okay? C'est très important de comprendre ça. Bon, attends, puisque la photo, il reste plus. Et c'est possible mettre un peu plus, puisque sinon c'est noir. Bon. Ça, c'est la fouille. Et, avec le nettoyage de tout l'espace entre membrures, clair. Ici, d'autres photos. Ça, c'est très important puisque ici, on commence la carène de la coque. Et comme ça, on peut avoir la ligne d'eau du bateau. Très important pour nous, pour la reconstruction après, avec les logiciels spécifiques, pour reconstruire les coques, pour reconstruire la ligne d'eau et pour savoir si les bateaux se marignonnent ou pas.
si c'est bon navigant. Après, pour faire l'étude d'architecture navale, pour savoir comment s'est fait ce bateau, on a fait tous les marquages des éléments d'architecture navale. Tout ça, c'est les membres du bateau. Et on a fait tous les marquages, tu vois, ici, et toute la union de voie avec voie, pour comprendre comment s'est fait ce bateau. Et pour pouvoir inscrire ce bateau en famille constructive ou d'autres familles constructives. C'est très important de savoir aussi qu'est-ce que fait le commerce de ce bateau, mais aussi savoir qui a fait ce bateau et quelle famille constructive a fait ce bateau. Ici, c'est de l'archéologue, il prend des notes, et aussi c'est marketing. Puisque ça, c'est, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est plongeur dans la salle, et vous connaissez la marque Crazy. Donc, c'est notre sponsor. Et donc, nous devons faire des photos pour marketing. OK? Oui, ça, c'est une photo préparée. Cet archéologue a 3 doigts de la bois, il ne fait rien. Ouais. Mais sa photo, il est bon pour les dossiers. Après, cette photo, il a sorti dans les bouquins de Crécy, avec tous les matos et tout ça, et pour 2016. Donc, bon, finalement, ça marche. Après, plus image de la fouille. Ici, c'est les archéologues qui font le nettoyage de les voies. Et ici, c'est tout un instructeur qu'on verra après pour les dessins, un dessin manuel. On a essayé de faire en comparaison avec cette épave, en comparaison avec les méthodes manuelles typiques de l'archéologie, les coordonnées cartésiennes XY, avec le système de la photogrammétrie. Et après, les caler et trouver les facteurs de correction. À cette profondeur, on peut faire ça. Plus de 25 mètres, vraiment, c'est très, très compliqué, puisque les temps de permanence sur l'eau, c'est très, très réduit. Donc, on doit aller à travailler, à nettoyer, à faire bonne documentation normalement photographique. Et après, les montages, il s'est fait à les labos. Il s'est fait après, ou maintenant, la fouille. Ici, plus de nettoyage. Toujours le nettoyage, l'archéologie sous-aquatique, c'est différent dans l'archéologie terrestre, puisque quand on travaille dans terre, tu peux nettoyer en zone, et cette zone, il reste propre pendant une semaine, plus ou moins. S'il ne pleut, mais plus ou moins, tu peux rester propre s'il y a quelqu'un qui le passe, mais rester propre une semaine. Chez nous, sur l'eau, il reste propre pendant 3-4 heures. Après, la mer, ils mettent cette sable d'ici, d'autres fois ici. Et sinon, il commence à apparaître c'est un algue, c'est une petite algue, mais c'est très très vite. Et chez nous, dans les Méditerranées, avec l'eau qui c'est chaude, le soleil, tout ça, c'est très très vite qu'il apparaît. Donc, si tu la laisses comme ça, il devient verte. Tu dois frotter avec la main, il devient d'autres fois les couleurs de le bois. Mais tu dois être in continuous, nettoyer. Pour faire des photos pour la planimétrie. Ça, c'est les membrures, tu l'as vu, et vous voyez tout ça. Il y a plus je crois qu'ils sont à 600 pins blanches. Et c'est pour que nous pouvons comprendre, après on parlera, toute l'union de
de les coques. C'est un système de coques premier. Et pour comprendre comment c'est fait, comment a été construit cette épave, ce bateau. Ici, c'est pareil à l'archéologie terrestre. Ici, c'est la 7. C'est que cet archéologue, il prend. Bon, le système de registrement manuel, c'est très très simple. C'est un cadre nivelé, c'est clair. Et après, on fait en ligne, ça c'est 1 mètre carré, en ligne de 4 mètres pour 1 mètre. Et on peut dessiner tout ça. Et après, on met ça à l'autre côté, il fait cette ligne. C'est comme des... Oh, c'est des lignes de mètres carrés. De mètres en linéal, et après, on dessine en mètres carrés. Après, on a un laser subaquatique. Tu vois ici les points blancs et ici les points verts. Et comme ça, tu as une précision, c'est la précision que tu veux vraiment. Puisque ici, c'est la X, la Y, et après les lasers qui te donnent les deux points. Après, avec cette même barre, tu peux mettre la Z. Et comme ça, tu descends et tu fais la documentation pareil qu'à terre. Ouais. Pourtant, structure à dessiner. Sur l'eau, c'est plus facile, c'est un crayon. Nous avons besoin d'un crayon uniquement. Un crayon, papier polyester pour dessiner et les lasers sous-marins. Et ici, les systèmes. Et ici pour voir les erreurs. En plus, nous avons changé les papiers polyester et les crayons pour l'iPad, pour la tablette, avec une boîte subaquatique. Et en plus, on peut ne pas dessiner, on peut faire la vectorisation directement. Donc, tu as les deux coordonnées, donc tu mets dedans la numérotage, les X et les Y, et après, il y a les points directement. Et après, l'unique que tu fais, c'est la union des points avec la vectorisation, avec des logiciels, des applications qu'il y a pour l'iPad. Les résultats, c'est ça. Et ça, c'est un planimétrie conventionnel avec tous les points d'union. Et ça, c'est la planimétrie avec la photogrammétrie. Et ça, c'est que nous avons fait la comparaison pour savoir les facteurs de correction, pour avoir ces facteurs de correction, pour aller à chercher, pour aller à faire la documentation des épaves plus profondes. Pour faire ça, nous avons travaillé avec l'équipe de Vic Europe, de l'université, c'est l'équipe de robotique subaquatique de l'université de Gironde, qui sont très forts. Il y a un robe spécial, c'est le Girona 500. Il peut aller jusqu'à 500 mètres, mais plus important de ça, c'est que c'est un robe. Un robe, c'est un véhicule qui peut aller sur l'eau, mais c'est un AUP aussi. Vous connaissez qu'est-ce que c'est un AUP? Un AUP, c'est un autonomous vehicle. On peut retirer les câbles et les véhicules, il va à les coordonnées que tu l'as mis précédemment. Donc, il peut faire le surveil de toute cette salle et après retourner dans les bateaux. C'est très, très pratique pour les épaves à profondeur, puisque sinon, si c'est en robe, si c'est un véhicule qui a besoin d'un ombilical à surface, à plus profondeur, plus besoin d'ombilical, et après, tout le travail est très, très compliqué. Si c'est autonome, tu le laisses, tu croches les doigts, puisqu'il retourne, et après 1 heure, 2 heures, il retournera. En plus, on a essayé, bon, les caméras, 1000,
mais aussi une caméra, un acoustic camera. C'est ici pour faire la planimétrie en ambiance sans visibilité. Puisque normalement, les photogrammétries subaquatiques, ils sont faits dans les Caribiens, dans les eaux qui sont parfaits, avec beaucoup de visibilité. Mais ça, ce n'est pas la réalité. La réalité de notre travail, c'est au sol avec 1 mètre de visibilité. Donc, avec ça, tu as besoin de beaucoup de photographies pour faire une planimétrie. Et il y a fois que tu n'as pas vraiment de la vision. L'eau dans les fleuves, c'est noir. Donc, tu ne peux faire la photogrammétrie. On a essayé ça et on verra les résultats. Ça, c'est le moment où on met les robes. Vous voyez qu'il n'y a pas les câbles, il n'y a pas l'ombilical. Il n'y a pas l'ombilical, c'est autonome. Et ici, c'est les AUP au fond à côté, du site. Et ici, c'est les véhicules. Et c'est nous que nous faisons la photo à côté de la AUP. Et ici, ça, c'est le résultat. Et ça, c'est le résultat de la acoustic camera. Et on peut voir que vraiment, c'est un résultat très bon, surtout pour pouvoir faire des planimétries dans un espace complètement noir. Et après, c'est qu'on disait la comparaison avec des méthodes manuelles pour avoir cette différence. Nous avons fouillé aussi dans une épave de la même famille que c'est Calacativa 1. C'est une épave un peu plus ancienne, plus petite aussi. Et c'est la première fouille qu'il s'est fait à la Catalogne. Cette première fouille s'est faite dans ce bateau à 1800, je dis bien, 1894. 1894. Avec des plongeurs classiques et des récollecteurs grecs de sponges qu'il y avait à Cap de Creus. Et c'est un prom, c'est un scientifique de l'époque qui a ramené les amphores, les a étudiés. Mais la législation de l'époque, il venait les commandants du marine de la Catalogne et il disait dans cette époque que les amphores qu'il a pris, il les doit vendre. Il les doit vendre et après, avec l'argent qu'il reçoit, il doit payer à la municipalité, à la marine, en taxe. Le scientifique, il disait que c'est fou faire ça, qu'il fait la science, pas les négoces. Il arrêtait complètement la fouille. C'est clair. Et pour ça, la fouille a resté là, jusqu'à ce que nous, on a récupéré cette épave aussi dans la même époque que Cap del Vol. On a commencé à travailler à Cap del Vol et après on a continué à travailler ici puisque c'est plus profond. C'est ça que nous voulons faire. Et avoir une équipe pour aller plus en plus, petit à petit, plus profond. C'est un petit bateau et on a fait la campagne de 2015-2016. C'est un petit bateau de 9-10 mètres de longueur avec un total de 7,5 mètres de voies préservées. C'est vraiment la première enregistrement de la production de vent en amphore pasqualon. C'est l'inice vraiment de la production. En petite cargaison, c'est 250 amphores. Et ce que j'ai dit, moins 33 mètres de profondeur. Ici, une image de fouille.
une image de fouille aussi, avec la petite, on peut voir la différence vraiment importante des caps del vol à Calacativa, des tailles, mais vraiment c'est le même système constructif, c'est le même. Et on parlera maintenant de quel système est. Ici, le même système pour le marquage, c'est petit, tu vois la différence avec le système d'aspiration. Ici, les dessins. Et aussi, on a essayé de faire la planimétrie avec vidéo, mais la qualité du vidéo maintenant, il n'est pas bonne pour arriver à faire la même qu'avec la photographie. Ici, plus image. Et ça, c'est déjà la photogrammétrie, l'orthophoto de ce bateau avec tous les targets en mesure que nous connaissons pour faire les dessins. Et après, les dessins typiques, la planimétrie typique de l'épave. Ici, c'est une photo pour avoir l'idée de que plus de moins 30, le temps de travail est vraiment réduit. Et après notre travail sur l'eau, après notre travail vraiment dans les sites, il y a un espace de temps très très important dans les décostopes. Et un décostope que nous faisons inclure avec un tuyau spécifique, c'est pas ici, il n'y a pas de l'air, c'est directement d'oxygène pur, 100%, pour avoir une réduction très 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 importante de la décostope. Vous commencez à quelle profondeur? Pardon? Vous commencez la première décostope, non, l'oxygène c'est à 6 mètres. 6 mètres. Mais la première décostope, nous faisons à 20 mètres. C'est 2 minutes 20 mètres. Et après, il dépend du temps, mais après, avec l'air, un temps à 9 mètres, et après, l'oxygène à 6. Dans ce Calacativa, on a essayé aussi un petit sous-marin. Un sous-marin scientifique pour 2 scientifiques et un pilote. C'est un sous-marin fait à la Catalogne, fait à côté de la Barcelone, mais le problème c'est que c'est un sous-marin qui peut arriver à 1500 mètres de profondeur et il n'y avait pas à l'Espagne la loi pour régler ce type de sous-marin. Donc vous pouvez voir ici, il y a les drapeaux français. Et c'est la marque, la matricule, c'est à Marseillaise. Mais les bateaux, les Iltineu 13, c'est vraiment un produit fait à Barcelone. Avec ça, nous avons beaucoup de... Bon, il y a un Berkami qui a fait pour faire ça, et ça, c'est le nom de tout le monde qui a mis d'argent pour finir vraiment les projets. Nous voulons faire la prouve, nous voulons faire les tests, puisque c'est vrai qu'avec ça, l'archéologue peut rester plus de 5 heures dans les sites archéologiques. Pour l'instant, uniquement peut regarder, mais ce sont 5 heures de regarder. Sinon, normalement, c'est 30 minutes. La différence est très, très importante. Et après, nous voulons faire les tests pour aller plus de 50 mètres, pour aller à chercher les bateaux qui sont à plus profondeur et que les grandes entreprises de chasseurs, les grandes entreprises de chasse-trésors, ils disaient que l'archéologue, il ne pouvait pas, que son île uniquement, est-ce qu'il peut aller à cette profondeur. Maintenant, chez nous, non. Nous avons la technique pour aller jusqu'à 1500 mètres. Et 1500 mètres, c'est beaucoup. OK? Ici, les tests que nous faisons, puisque nous voulons faire les tests vraiment dans un espace très bien connu et que nous pouvons aller à côté des sous-marins. Donc, nous sommes à l'extérieur pour voir
cette possibilité, il peut aller vraiment à côté des sites archéologiques sans les d'amener. Ouais. Ici, la vision intérieure, l'archéologue qui travaille et qu'il peut, il peut avoir cette sous-marin à côté. Et ça, c'est un test pour regarder les sous. C'est les sous, non? C'est les sous. Et on peut, de l'intérieur, regarder les sous des pièces qui sont à côté de l'épave. C'est vraiment, c'est ici, hein? C'est à presque rien, sans abîmer, sans faire mal à la site archéologique. Et ici, c'est une photo de l'intérieur de cette sous-marin. Et ici, avec l'image. Bon, Cala Cativa et Cap del Vol, c'est déjà sont mis avec chronologie. Comment ça a été fait? Qu'est-ce qu'il peut dire avec ce bateau? Ce type de navires, ils sont très typiques dans l'époque classique de la Méditerranée. La coque des bateaux s'est faite à coque première. Premier, c'est fait les coques et après, il s'est mis les membrures, juste au contraire de la construction actuelle. Et le système de tenons et mortaises, c'est un système de traduction punique, très connu et très utilisé dans toute la Méditerranée. Dans toute la Méditerranée. Et on peut voir ici, je crois, ouais, ici, c'est le système. Voilà. Ici, il y a la ligne d'union de les pièces de la coque. Ici, il y a la ligne d'union. Et ici, il y a cette tenon. Ce sont ici les tenons, c'est les ponts blanches. Les mortaises qui sont à l'intérieur. Et ici, les bois, c'est damé, c'est coupé. Et on peut voir la finale de cette mortaise. Ça, c'est un bateau typique, traditionnel, il ne dit rien. Mais on commence à voir des choses spécifiques de ce bateau que nous ne trouvons pas dans d'autres bateaux, dans le même contexte, dans la même chronologie à la reste de la Méditerranée occidentale. Il y a un système particulier pour attacher les membrures à la coque. Ça, c'est les membrures, et ça, c'est le système d'attache. C'est une ligature interne. Ouais. Ça, c'est une archéologie expérimentale pour comprendre bien ce que nous trouvons, à les épaves. Ici, c'est la même. La membrure s'est abîmée, et nous pouvons voir très très bien. Ici, il y a le cordage, ici, il y a le cordage, et ici, ça et ça, il y a les tenons en bois qui sont pour mettre les cordages, pour fisser les cordages. Ça, c'est une technique que nous trouvons dans ce Cap del Vol, Cala Cativa, et ce bateau qui transporte Pasqualan. Mais nous ne trouvons pas cette technique pour les bateaux de l'époque, pour les bateaux italiens, pour les bateaux qui viennent de Rome. Nous trouvons cette technique dans une technique ancienne du 3e, 4e avant Jésus-Christ, dans la Magna Graecia, mais non dans les premiers avant. Ça, c'est le même. Ça, c'est la membrure qui a été abîmée pour les Teredo Navalis, que c'est un chilophage. Mais on peut voir bien les deux tenons. Et ici, il y a encore, reste ici, de cordage. En plus, les bateaux, ils sont bien plats.
franchement plat. Ça, pour voir la différence, ça c'est la quille, ici, et ça c'est le membrure. Et vous pouvez voir, c'est un bateau complètement plat. Un bateau plat, c'est un bateau très très mauvais pour la navigation maritime. Oui, puisque, bon, il y a beaucoup d'archéologues qui en parlent, beaucoup d'études du commerce qui en parlent que les bateaux, il fait la navigation uniquement avec les vents de poupe, les vents d'arrière. Quelqu'un qui dit ça, il ne connaît rien la navigation à voile. Un bateau jamais peut naviguer bien avec les vents de poupe, puisque avec les vents de poupe, presque les bateaux, c'est possible qu'ils ne se mouvent pas, puisqu'il y a beaucoup de résistance dans l'eau. Tous les bateaux du monde, dans toutes les époques du monde, il a pris les vents, que c'est un vecteur, et la résistance de l'eau, que c'est l'autre vecteur. Et avec l'union de ces deux vecteurs, il y a une direction. Ouais. Et c'est pour ça que les grands bateaux de voile, aujourd'hui de compétition, de courses, et il y a cette pièce magnifique qui descend sur l'eau, et avec un bulbe très important, pour avoir beaucoup de résistance et pour peindre mieux tous les vents, inclus les vents des proues. C'est tous les vents qu'il prend. Mais c'est pour ces résistants qu'il fait à l'eau. Ces résistants, il fera un vecteur. Les vents, c'est un vecteur. La résistance de l'eau, c'est l'autre vecteur. Et ça, c'est la direction, finalement, qu'il peindra notre bateau. Ouais, c'est ça. Hein? Donc, avec un bateau de fond plat, cette vecteur de la résistance de l'eau, c'est presque, il disparaît. C'est moins. Pourquoi les bateaux, ils sont plans? Puisque les navigants de cette zone, ils ne savaient pas faire des bons bateaux? Non, c'est sûr que non. La question que nous avons prise, c'est qu'ils sont très bons navigateurs, mais ils ont un problème. Mais plus que faire un gros problème, ils ont une conception très claire de sa coste et de ses limites géographiques. Et ces limites géographiques, ils sont comme Narbonne. C'est ce que je vous ai montré avant. C'est un côte qui est complètement plein de la côte intérieure et des fleuves qui viennent. Donc, et après, c'est un côte qui est très forte dans les tempêtes, puisqu'il y a tous les vents qui viennent des Alpes, qui croisent tous les golfes de Lion, et qui fait la tramuntana, que c'est les vents du nord très fortes. Ça, il fait que les grands ports, ils sont dedans de ces petits lacs, de ces marais. Et pour ça, il a besoin d'avoir ce type de bateau. Un bateau qu'il peut naviguer pour la mer, plus ou moins, mais il peut aller dedans de cette lac intérieur. Il arrivait à les ports, et un port en très grande protection de la mer. Et c'est pour ça que les bateaux, ils sont plans. Mais arriver à ça, c'est très compliqué techniquement. On va réfléchir sur ça. Et les grands pays qui ont cette dichotomie, que c'est l'Égypte. L'Égypte, il y a les grands ports d'Alexandrie et le Nil. Et l'Égypte a les grands bateaux maritimes et les grands bateaux fluviaux. Mais il n'y a pas un bateau qui fait les deux fois, les deux choses. Pourquoi? Parce que c'est très difficile de faire ça. Et c'est pour ça qu'il y a Alexandrie. Et Alexandrie,
il est très fort et très puissant, puisque vraiment c'est l'échange d'une à l'autre. Ici, il n'y a pas le commerce, il n'y a pas le volume commercial pour faire deux types de bateaux. Mais il fait un bateau bon, plus ou moins bon pour aller à la mer, plus ou moins bon pour arriver sur les ports intérieurs. Archéologiquement, qu'est-ce que nous trouvons? Nous trouvons, surtout à la France, nous avons, surtout les scolaires françaises, on trouve beaucoup de bateaux sans quille, coulés sans quille. Qu'est-ce qu'il a passé? Ils sont aussi mauvais, les marins, qu'ils portent ce bateau qu'il a touché trop fort et il a perdu la quille. Non, non. On pense que c'est pour ça. Les locaux, ils passent à les ports intérieurs. Pour les petites, ici, si ça, il y a les profondeurs, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est toujours ça. Cette part, il y a un sable, il y a une langue de sable très forte, que peut-être il était à 1 mètre, 1,5 mètres. Donc, c'est possible que pour l'époque, il y avait les bateaux pleins, qu'il passe, il arrive à le port. Et les bateaux italiques, il vient, il regarde les locaux, il continue, il entre avec les locaux, il touche la quille, il coule. Et c'est pour ça que c'est plus facile comme ça comprendre cette. Il y a beaucoup de bateaux italiques, de construction italique, sans quille qu'on a trouvé, et tout le monde s'est réfléchi. Mais pourquoi cette coupe aussi forte qui peut ramasser directement la quille d'un bateau? C'est un coupe, hein, non? Donc, si tu es complètement convaincu, tu as vu un bateau qui est entré, tu vois dedans les portes, tu es convaincu que tu peux passer. Ah non. Bon, on va voir Cap del Vol et la reconstitution qu'on a fait avec les amphores pasqualins. Et après, avec un système logiciel, un logiciel de construction de bateaux actuel, avec la ligne d'eau que je vous ai montré avec les membrures qu'il monte, tout un système informatique de calcul mathématique qui fait que notre bateau, c'est plus ou moins ça. Ça, c'est la proue, ça, c'est la poupe, et ça, c'est la ligne d'eau. Et ici, plus ou moins, les bateaux avec un mât. Et ça que plus ou moins je vous ai expliqué, dans l'Antiquité, la côte ibérique a été formée par des marais de lac intérieur, l'Albufera de Valencia ou bien la Camargue en France. Ces navires, ils peuvent faire cette navigation dans la zone marécageuse, les lacs intérieurs et les embouchures d'une rivière. Et cette capacité nautique signifiait qu'il était possible de construire deux ports qui ne sont cassés ou abîmés pour la tempête d'hiver. C'est pour ça que nous on a commencé à parler que cette famille de construction de bateaux, avec la ligation interne, avec cette fond plat, ils sont navires typiques, adaptés typiques dans la côte ibérique, et c'est pour ça que nous croyons que c'est un système de construction différent, c'est un système de construction typique de la culture ibérique, et plus ou moins, il sera les bateaux comme ça. Ça, c'est une image d'un pièce de monnaie d'Hilaire Carbonia en Tortosa. Donc, on croit que nous pouvons essayer de présenter un neuf système constructif associé à la culture ibérique. Et comme ça, nous avons fait la grande diffusion de cette recherche, surtout pour les grands publics, avec
cette exposition qu'en catalan c'est Navegants d'aiguamolls, c'est les navigants des marécages, les navigants de la côte intérieure, que nous l'avons fait à le musée d'archéologie de la Catalogne et qui se présentera le 13 d'avril à Montpellier, au musée archéologique de l'Atte. Les mois prochains, non? Mars, aujourd'hui. Et nous avons fait un bateau, un petit bateau similaire à ce bateau que nous avons trouvé à Cap del Bol et Calacativa. Ici, c'est les plans, hein? Tu vois, c'est les plans de Cap del Bol. Hein? Ici, c'est plus facile. C'est un bateau que pour l'exposition, c'est un bateau en construction. Et comme ça, tout le monde peut pouvoir, comme les bateaux, ils montent. Ça, c'est le Tenon et le Mortaise que je vous ai parlé. Et ça, c'est pour dire que premier, c'est la coque et après, les membres. Et en plus, on a fait un système didactique pour pouvoir monter ton propre bateau avec ce système, ce modèle de Tenon Mortaise. Et après, un système pour pouvoir faire la ligature interne de les membres. Bon, premier tout la quille. Premier tout la quille. Après, la première, les différentes tables de la coque, et après les membres. Et les membres, jamais, ils sont attachés à la quille. Ici, il y a la quille. Les membres, ils ne sont jamais attachés à la quille. Et comme ça, tous les bateaux, il y a la possibilité de mouvement. C'est des bateaux avec beaucoup de mobilité. Et alors, où se placent les tenons et les lassages que vous avez montrés? Ici. Oui, dans les membres, directement. La membre, il est là, et ce lassage, c'est pour la union de ça avec ça. Donc, c'est un trou supérieur, deux trous supérieurs, et après un lassage interne. Et après, les tenons pour les fixer. Et comme ça, il s'est fait dans et un cheville, dans et un cheville, dans et un cheville. Et comme ça, à l'autre côté. Bon, je ne trouve un détail aussi technique, mais c'est très bien fait et très bien ciblé, puisque tout le bateau, il est complètement mobile pour éviter, surtout c'est pour éviter la torsion. Les ondes, c'est comme ça. Et les bateaux, il y a un moment qu'ils viennent ici. Il peut se crever pour ici ou pour ici. Surtout un bateau à fond plat. Voilà. C'est plus vulnérable dans ces conditions. C'est pour ça que tout. Non. C'est uniquement qu'on l'a trouvé dans cette côte, cette région aussi particulière. Et c'est pour ça qu'on parle de cette construction ibérique. Mais c'est vrai, hein, c'est vrai que c'est un système que nous le trouvons dans ce bateau de la Magna Grèce. De la Magna Grèce, de Sicile. Si. Mais c'est des bateaux qu'il a coulés à Marseille. Mais pour la construction, c'est Pomey qui disait qu'ils viennent de Magna Grecia. Magna Grecia. Ici, c'est une restitution de la coupe du bateau. Pour regarder, hein, ça c'est la quille. Hein. C'est ça, c'est cette petite chose d'ici. C'est la quille de ce bateau. Ici, des différents éléments que nous avons trouvés. Ça, qu'ils sont, on verra après la photo, ils sont pour les voiles. Et ici, ça, que peut-être c'est, ou bien, c'est peut-être ou les gouvernails, ou directement
de Rennes. Ça, on pense que ça, c'est pour le gouvernail. Ça pour le voile, et ça aussi pour le voile. Ça, en reconstitution de la voile, avec cette pièce, pour monter, descendre la voile, et pour faire des différentes formes. C'est un nouveau compréhension de la voile. Oui. C'est mouillé, c'est normal? Oui, oui, c'est normal. C'est un nouveau... la voile carré typique de les bateaux classiques, mais les nouveaux théories, ils disaient qu'avec ce système, on peut récupérer la voile avec différentes formes. Et comme ça, on peut avoir l'initiation, les premières passes pour arriver à la voile latine, typique de la Méditerranée. Mais c'est un système très, très utilisé pour tout le monde. Ça, c'est la zone d'actuation. Ici, c'est pour faire la coque. Tu vois, avec les tenons, ici. Et ici, ça, c'est fait pour faire l'union de la membrure avec la coque. Et ici, c'est la question que vous me posez, c'est ici. Hein? Et voilà, notre bateau. Et toute l'explication, c'est à côté du grand bateau. On a la guide, ou l'explication, il y a le guide, l'explication, l'objet archéologique dans la vitrine, et après, les grands bateaux pour aller avoir tous les systèmes techniques. Quoi? Non, ce bateau, c'est un bateau muséologique, puisqu'il se peut déménager en 4 morceaux pour passer la porte. C'est vraiment muséologique. Mais nous sommes en train de préparer un budget pour faire un bateau avec ce système pour naviguer. C'est une attraction touristique pour l'été chez nous. Bon, ça c'est un projet de recherche que nous avons à la Catalogne. S'il y a quelques questions, plus ou moins il a resté clair, on passera à l'autre projet de recherche, que c'est complètement différent. On fait un saut de presque 2000 ans. Et on arrive à notre fouille, qui est presque il a fait 10 ans que nous sommes en train de faire. C'est fini l'année dernière. Et c'est un transport militaire à l'époque des guerres napoléoniennes, coulé dans la bouche de l'Èbre. C'est un bateau jamais pillé, découvert en 2008 par un pêcheur. Il a découvert tout ça, vraiment en cargaison complète, avec tous les matériels qu'on peut utiliser pour faire la guerre. Les travaux archéologiques ont commencé l'année dernière, après la découverte. Il est arrivé jusqu'à 2016, vraiment. C'est la couverture totale du bateau. L'archéologie proprement c'est 2015, mais après il y a la protection du bateau qui a été faite l'année dernière. Ça fait l'étude pour le bon état de conservation, pour l'autre valeur historique et scientifique, et pour les risques de destruction et pillage. La découverte, il s'est fait puisque ça c'est l'Èbre, les fleuves le plus important de l'Espagne. Et le problème, c'est que cette fleuve qu'il a fait un grand espace deltaïque, il s'est fait
pendant les années 50 des grandes presses qu'il a fait une forte réduction de l'apportation de sédimentation vers l'espace deltaïque. Et ça fait que tout cet espace a commencé à revenir. Donc, ce bateau il a apparu, presque comme un champignon. Ça, c'est différentes époques de cet espace. Et ça, c'est la roche, vraiment, et tout, c'est le sable qu'en 1749 était ici, et qu'il y avait un espace très, très, très important jusqu'à la 25, qu'il est devenu jusqu'à là. C'est un bateau complet, vraiment, et on mettra des petites images pour nous situer. Ça, c'est la poupe, et c'est la zone que nous avons commencé à fouiller pour savoir qu'est-ce que fait ce bateau ici, la chronologie, l'inscription culturelle et l'historiographie de ce bateau. La zone de poupe, normalement, c'est la plus importante puisque c'est la zone de l'état-major. Donc, normalement, il y a plus d'informations archéologiques, plus d'informations historiques. C'est des images que j'ai mis pour nous situer. Ça, c'est cette zone. C'est la zone où est l'archéologue à l'intérieur. La première chose que nous avons trouvée avec la fouille de la zone de poupe, c'est une des pièces plus spectaculaires du bateau, que c'est le gouvernail. Ici, c'est un bateau plancher. Donc ça, c'est les planches de cuivre. Et c'est très important pour faire la chronologie. C'est à partir de 1780 qu'il commence à plancher les bateaux pour éviter l'abîmer des bois pour les télédonavalis. La même que pour les archéologues, pour les navigateurs d'époque. Ça, c'est en bronze. C'est la pièce en bronze où c'est la famille du timon du gouvernail. C'est où il y a la pièce du gouvernail pour faire virer les bateaux. Et ici, c'est la Trassus, la marque d'utilisation. Bon, et ça, c'est les gouvernails, avec les chaînes de sécurité, de sabotage qu'il avait servi. Ça, c'est les gouvernails. Et voilà. Et ça, c'est les dessins archéologiques. Et c'est plus facile de mettre ici une escale archéologique, mais si je mets ici un mètre 1m75, ne se dira rien. Mais si nous mettons ici un dessin napoléonique, nous pouvons voir les 9 mètres demi des gouvernails. 9 mètres demi. C'est une jolie pièce, complète. On a essayé de faire ça, de mettre ça dans une empreinte pour avoir l'impression avec un tel de camion pour les montrer. Le problème, c'est que tu as besoin d'un bâtiment de 4 étages pour le mettre. Mais sinon, il devient sur la terre. C'est incroyable cette pièce. À la Catalogne uniquement, nous le pouvons mettre dans un espace de musée, un espace de musée, uniquement à 2 espaces. Un, c'est à Barcelone, à le musée maritime, puisque c'est un espace de construction de bateaux. Là, c'est bon. Et l'autre, c'est à Giron, puisque c'est une église, qui finalement était un musée. Mais sinon, il n'entrera jamais dans un espace de musée. C'est 9 mètres demi. Après ça, on a commencé à étudier toute la cargaison. C'est un transport militaire. Et il y a plein, et ici c'est une photo qui illustre très bien le travail que nous avons fait dans cette épave, que c'est les boîtes de balles de mousquet.
on a relevé 4 tonnes de plomb de Val de Mousquet. Toutes les pièces archéologiques, ils sont à milieu de Val de Mousquet. C'est pour ça qu'on avait cette grille pour nettoyer tous les sables, toutes les matières archéologiques et pour lever tous les plombs. Après, il y a les tonneaux de poudre et des balles, les boîtes de munitions et les boîtes de boulettes de canon. Et ici, les boîtes de boulettes de canon avec les bois et les fers. C'est un problème pour la conservation, mais normalement, les traitements de conservation de tous les matériels à marée d'eau, c'est très différent si tu as des bois que si tu as des métaux. C'est complètement différent. Donc, nous devons faire le démontage, préserver les matériels individuels et après rassembler. On a trouvé aussi un canon bronze, une pièce d'artillerie, mais ce n'est pas une pièce pour utiliser dans les bateaux, c'est une pièce d'artillerie terrestre. Et une des zones plus importantes, c'est les boulettes à graines. C'est les boulettes mises, c'est des boules de mortier. Chaque boule, c'est 40 kg. Et ils sont vides dedans. C'est pour mettre des mitrailles pour faire l'explosion. Ici, des tonneaux de poudre. On peut voir l'eau, que c'est complètement noir, c'est la poudre. Et en plus, ça d'ici, c'est très important pour nous, puisque ça, c'est la row. C'est le signal typique de la marine anglaise. C'est le signal de toutes les choses qu'elles sont de la marine anglaise. Ici, on peut voir la stiva de tous les tonneaux avec les boulettes de mousquettes. Nous avons fait, comme les marins dans l'époque, l'extraction de tous les tonneaux. Ici, peu à peu. Voilà. Les tonneaux que dedans, il y avait boulettes de mousquet, mais il y a ici l'écran avec l'écriture de qu'est-ce qu'il y a dedans de cette boîte. On l'a préservé et on peut lire Company number 3, musket balls, Cartwright 500. Et le plus important, c'est octobre et la date. Et nous avons fait le comptage de tous les boulettes et ils sont anglais. C'est 500 boulettes dans chaque boîte. Mais c'est très, très important qu'il ne parle aussi de musket ball, sinon qu'il parle de cartouches. C'est des cartouches, c'est des boulets, des poudres et les petites cartouches de bois, papier, carton, pour mettre à l'intérieur des mousquets. On a trouvé aussi les boîtes de la pièce, de la spolette, de la détonante de la bombe. Et après, tous les matériels, tous les boules de canon. Et après, cette pièce que c'est des grenades. C'est vraiment un métaux aussi fin. Il se met à l'intérieur du canon et après, il devient en grenade avec des boules plus grandes que les mousquettes et plus petites que les canons. Et aussi un très, très, très important cargaison de silex pour les mousquettes. Je ne savais pas ça, mais c'est un silex pour 5 tirs. Donc c'est assez important les balles que les silex. Ici, une photo avec tous les boules
en graine. Et ici, c'est un canon de protection du bateau. Oui, c'est un canon, c'est un petit canon, c'est un caronade vraiment, qui c'est une protection du bateau pour faire la défense d'une attaque, pour peindre les matériels. Ça nous indique que ce n'est pas un bateau de guerre, c'est vraiment un marchandise, c'est vraiment un transport. Et quels sont notre élément de datation? Nous avons la pièce de cuivre de tous les bateaux, mais après il y a la chronologie du canon, 1798, mais après des petites monnaies. Ici c'est la monnaie du bateau, mais ici c'est une monnaie similaire, qui c'est de Fernando VI, Hispanian Rex, de 1811. C'est dans l'époque napoléonienne chez nous. Mais après, la nationalité du navire, nous avons trouvé les arrows, mais après, nous avons trouvé ce bouton. Vous connaissez, il y a quelqu'un qui est supporter de football. Vous connaissez ça? Les Arsenal Scanners. C'est ça, hein, c'est ça. Vraiment, c'est ça. C'est l'Arsenal de Londres. De Londres. Donc, c'est les boutons qu'il y avait, les artilleurs de l'Arsenal. Donc, les militaires qui l'ont dedans, c'est anglais. Et après, il y a des monnaies anglais aussi. Mais en ce cas, c'est l'armée anglo-hispano-siciliote. Et nous avons trouvé aussi un petit monnaie avec les Vésuves. Donc, c'est vraiment cette époque de la lutte contre Napoléon. Et nous pouvons faire l'histoire, et nous pouvons reclocher l'histoire avec les sites de Tarragone de 1813. À cet été, un convoi militaire qui sort d'Alacan, et c'est commandé pour Hallowell, débarque sur l'arrière de l'armée française. Et nous devons penser que c'est à l'armée française, il y a les quartiers généraux à Valence, à Valencia, avec Louis-Gabriel Suchet. Et l'idée, c'est peindre la cité de Tarragone, la cité de Barcelone et la cité de Rosas, et faire un blocage des Pyrénées. Mais la question, c'est que les sites, c'est favorable, c'est plus facile, mais le problème, c'est défendre la cité de Tarragone, qui a été une cité complètement arrasée, déjà en 1811. Donc, de Valence, il y a tous les gros de l'armée qui montent pour reprendre Tarragone, et à un moment donné, toute l'armée anglaise, toute l'armée de cette alliance laisse Tarragone et retourne vers les ports d'Alacan. Dans cette défaite, le 20 de juin, un orage très très violent, il fait écouer dans la bouche de l'air 18, c'est très important, 18 navires. Mais dans les jours suivants, 13, ils sont récupérés. Et il reste 5 bateaux coulés, ils sont vraiment coulés dans la plage et abandonnés. Et c'est très très important que nous avons trouvé dans les écrits de l'époque, dans les chroniques de l'époque, que ces bateaux ils sont abandonnés. Pourquoi? Parce qu'ils perdent son statut de bateau d'État. Et ça, il revient à la conférence de la convention de UNESCO de l'autre jour. Ils sont, ces 5 bateaux, ils sont patrimoine archéologique.
ils ne sont pas bateaux d'État. Donc, c'est pour ça que nous pouvons faire l'étude et c'est pour ça que nous pouvons faire la muséalisation sans avoir la permission de l'État anglais. Mais comme l'Espagne il a signé la convention de l'UNESCO, nous avons fait un bon signal de gratitude, un bon signal de coopération. Nous avons envoyé une lettre à l'État anglais pour les expliquer la trouvaille et pour expliquer toute l'étude et toute la recherche que nous faisons dans cette épave. En plus, nous travaillerons ensemble avec les universités anglaises pour comprendre bien tout l'équipage et toute la cargaison militaire qui vraiment a été fait à l'Angleterre. Donc, il sera un travail scientifique postérieur entre les Anglais et nous. Je ne comprends pas très bien. Donc, c'était des bateaux. Quelle est la différence entre une épave qui coule et qui garde son statut de pavillon? Tu sais, c'est parce que ça n'avait pas vraiment coulé, mais que c'était abandonné? Non, parce que c'est abandonné. C'est pour ça, dans tous les films... Abandonné à partir du... Non. Ça, c'est la grande différence. Dans les films et dans les nouvelles, romances, le capitaine du bateau, que doit faire avec les bateaux? Couler avec il. Ouais. Et c'est pour ça. Si le capitaine, il coule avec le bateau, il n'est pas abandonné. Il est coulé. Si le capitaine, il part, c'est abandonné. Donc, c'est pour ça que tous les capitaines du bateau coulé ou laissé, il y a après un conseil de guerre. Toujours. Il y a un conseil de guerre. Et dans ce bateau, c'est le même. Il y a un conseil de guerre. Et nous sommes allés à Kew, que c'est les grands espaces d'archives de l'armée britannique. Et nous ne trouvons pas les dossiers de cette bateau. Nous connaissons bien les noms de ces bateaux coulés, nous connaissons bien toute l'histoire, nous connaissons bien. Mais finalement, qui est le capitaine, qui tout ça, c'est impossible à trouver, puisque les pages ils sont rattachées pour faire les conseils de guerre. Oui, c'est génial, ce type d'histoire. Et l'histoire, il continue, puisque ici, il y a le duc de Wellington, vous les connaissez, et c'est le jeune duc de Wellington en ce moment, et il est à Alakan, et il gouverne, il est le chef de l'armée britannique. Donc, ça, c'est la première fois que l'armée britannique il perd 5 bateaux après Trafalgar. Vous pouvez voir qu'ici, c'est les Anglais qui passent pour la mer et les Français, ils ne passent pas pour la mer. Puisque les Anglais, ils sont l'or d'aussi. C'est les âmes de la mer. Donc, Wellington, il ne peut pas mettre cette point noire aussi fort dans son curriculum. Et en plus, il veut aller en haut dans l'armée, pas en bas. Donc, il arrive à Alakan et il prend le même convoi qu'il allait à Valencia pour aller directement à Valence. Il prend la décision, très nouillée, et il prend Valence. Pourquoi? Puisque l'armée, les troupes, il a retourné de Tarragone et il était complètement cassé. C'est la différence d'aller pour la mer, d'aller pour la terre. Et c'est pour ça que Wellington il commence à avoir des prestiges dans l'armée britannique. Bon, le travail archéologique. Nous faisons le travail d'aspiration, de nettoyage de tous les bateaux. Les bateaux, c'est vraiment incroyable. Vous pouvez le voir. Ça, c'est le sobre quille. La quille, c'est dedans, ici.
Et c'est un bois parfait, presque tu peux monter les bateaux et aller à faire la navigation avec il. Ici, c'est les groupes de travail à côté de la sobrequille, avec la zone où est la cargaison du bateau. Ici, on peut faire, pour voir les travail des archéologues sur l'eau. Ça, c'est la photo typique que nous présentons, mais ça, c'est irréel. La réalité, c'est ça. Mais si on passe en or avec des photos de ce type, vraiment, vous dormirez pendant une heure. Vraiment, dans la bouche de cette fleuve, la visibilité, c'est ici tout le temps. Et uniquement les jours que tu as la chance, il y a ça. Quand nous avons fait l'exposition, on a mis à les dessinateurs toutes les photos. Elle disait, bon, ben, j'ai besoin de plus. Il disait, le dessinateur, nous n'avons pas. C'est tout ici. Toutes les bonnes photos, ils sont là. Et on doit penser qu'avec cette visibilité et avec beaucoup de choses qu'on a trouvées, c'est pour ça que la fouille il a été pendant 10 ans. Parce que c'est très compliqué et tu dois aller très très doucement pour travailler, pour ne passer par rien pour la sous-sauce et perdre l'information pour toujours. Bon, on continue avec les photos. Bon. Ça, c'est la documentation du mât de poupe avec tous les membrures. Les bâtons de ce côté à couler à droite, à gauche, pardon. Et ici, c'est la réalisation de documentation à partir des photogrammes numériques que nous faisons, c'est les modifier pour pouvoir faire toute la documentation de la cargaison. Avec la photographie, c'est plus facile. Ici, le même système de dessin. Et ici, c'est tous les systèmes d'organisation de la cargaison dans les bateaux. Ici, image avec les dessins avec les iPads. Voilà. Ici, c'est les dessins manuels. Les bateaux, c'est à 6 mètres. Il n'est pas coulé vraiment, il est échouillé à la plage. Et ça, c'est déjà tout vectorisé. C'est la zone de poupe. À la zone d'état-major, à la zone de poupe, on a trouvé aussi des différents éléments. Ça, c'est la calculatrice de l'époque. C'est un compas de Galiléo. C'est vraiment aussi, c'est signé aussi. C'est Emmeberg et London Leigh Ramsden. C'est typique de l'époque. C'est pour calculer variables. Et ça, c'est le petit compas qui va avec ce système de calcul. Après, les filtres du sextant pour éviter que la rétine il devienne inservible. Et après ça, que c'est très important pour nous, c'est le saut du commandant. On pense que c'est du commandant de Chambers. Et nous avons trouvé un David Chambers in Kew, dans les archives de la marine anglaise. C'est un capitaine de navire de guerre. Il a perdu son bateau et il passe, après perdre son bateau, il passe en conseil de guerre, on a parlé avant, mais il passe à la réserve. Donc c'est possible que pour cette époque, dans la réserve, il est le commandant d'un bateau de transport. Ce n'est pas un bateau militaire. C'est militaire, mais ce n'est pas de guerre, vraiment. Okay? Mais nous ne trouvons pas maintenant les dossiers où il y a des Chambers et le nom du bateau coulé dans la bouche de l'Èbre le 22 juin de 1813. Les noms de les 100 bateaux, c'est le Magnum Barum, le Alfred, le Southampton et le Harlequin. Et après, c'est un petit bateau, c'est un canonnier, qu'il disait. C'est un.
Bon, après, les éléments de la cuisine, céramique, mais il y a aussi l'éponge, peut-être du capitaine, un sachet en cuir, un sage. C'est comment ça s'appelle ça en français? Un sac à dos. Un sac à dos. Et plus important, des bouteilles de vin avec la clôture, et il y a avec les vins dedans. Les vins de 201. C'est un vin qu'on a fait en étude, en analytique, et c'est un vin typique de la zone d'Alicante. Il s'appelle vin Fondillon. C'est un vin, c'est presque un Porto. C'est un vin douce qui est il a très nom dans l'époque. Donc c'est possible que les capitaines ramassent une boîte de bouteilles de vin pour aller à la guerre. On a parlé avec la dénomination d'origine, c'est pareil, dénomination d'origine du vin et du vin d'Alicante, et beaucoup de producteurs, ils sont associés pour payer l'expo que nous avons fait de ce bateau. Donc, c'est important de dire ce type de choses. On a trouvé aussi un trésor, un petit trésor très important de monnaie russe. 84 monnaie russe. Et peut-être pour les mariniers, pour la tripulation. Et peut-être c'est d'origine russe. Et ils payent avec la monnaie typique de Russie. Et Caterina II. Aussi, dans la tripulation, on a trouvé cette petite figure taillée. C'est trop petit, c'est comme ça. Et peut-être c'est pour la pipe ou pour quelque chose comme ça. Ici, il y a un système, une petite roulette, que si on tombe, donc il est très content. Après, la table du commandant, c'est tout, excepte la carte, c'est clair. Mais tout c'est trouvé dans les bateaux, les pièces pour tenir la carte. Ça, que c'est la pierre de calcul. La pierre pour faire la tangentiale, la asymétrie, tout ça. Pour après passer dans la carte. Après la règle, les sauts, mais aussi les crâniers, absolument tout. Et les encriers. Et ici, que c'est les horologues de sable. Après, pour l'architecture navale, voilà, on peut voir très clair avec ça cet élément de fixation de la membrure, que c'est un bateau anglais, de la construction navale typique de monde anglais, avec des marques de champetier navale. Et après, les différents implanteurs de maths, l'implanteur de maths d'Artimon. Une structure pour préserver la marchandise sèche, c'est une marchandise qui ne peut être mouillée, puisque vraiment les boules, ils se réveillent avec l'eau, c'est fer, et après il peut devenir mauvais pour les canons. Dans cette structure, on a trouvé beaucoup de chaussures en cuir. C'est tout préservé chez nous.